Il est 7h12, très bon début de journée avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin, Dimitri, le journaliste et réalisateur et auteur Loïc Hecht. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité ? Ouais, vous connaissez cette célèbre réplique du film Matrix. C'est pas très loin des questions qu'on va se poser ce matin. Bonjour Loïc Hecht. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On sort des sentiers battus de l'actu avec vous ce matin, en ce 1er mai. Vous venez de publier un livre passionnant dont je pense les auditeurs d'Europe 1 vont entendre beaucoup parler parce que c'est assez perturbant. Littéralement aux frontières du réel. Ça s'appelle La Simulation, enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley. Et si notre monde n'existait pas ? C'est paru aux éditions Les Arènes. Alors vous avez mené l'enquête pendant 8 ans dans la Silicon Valley, en Californie, sur l'un des sujets qui passionnent certaines des figures les plus importantes de l'écosystème tech américain. Sam Altman, patron d'OpenAI et la société mère de ChatGPT, Elon Musk, d'autres figures un peu moins connues mais très influentes de ce milieu qu'on peut dire de très gros QI, au CV impressionnant, qui transforme nos sociétés avec les technologies qu'ils développent. Et ils se demandent tous si nous ne vivons pas tous dans une simulation. Alors avant de développer et d'aborder la théorie, Loïc Hecht, racontez-nous comment vous avez eu vent de cela. Donc voilà, je suis notamment journaliste. J'ai passé beaucoup de temps depuis 15-20 ans en fait à m'intéresser à la Silicon Valley et à la dimension quelque part que cette fabrique un peu du réel avait, quand il s'agit en fait d'inventer des produits, etc., que ces produits déferlent toujours sur nos vies et changent de manière un peu absolue, voilà, qui on est, comment on se comporte. Et il y a une part de New Age très forte en fait là-dedans, effectivement, dans la Silicon Valley. Ouais, parce qu'en fait, la Silicon Valley prend sa naissance dans les années 70, le LSD, la contre-culture. Donc en fait, il y a un mélange un peu, il y a une hybridation entre tout ça. Et donc il y a 10 ans, un peu dans le cadre de cette recherche, je découvre une rumeur en lisant un article sur un jeune premier encore un peu inconnu du grand public, qui est donc Sam Altman, qui vient créer OpenAI. C'est un article du New Yorker où le journaliste, en gros, raconte l'obsession de Altman pour l'intelligence artificielle et en particulier sa crainte qu'on soit un jour asservi par une IA qui nous échapperait. Et donc, du coup, il décide, avec Elon Musk et d'autres, de créer OpenAI et qui va devenir la maison mère de ChatGPT. Et dans cet article très très long, c'est un article d'une 20aine de pages, il y a 2 phrases du journaliste qui dit, et parmi les sujets d'ailleurs qui obsèdent un peu cette petite clique, il y a le sujet de la simulation. Autrement dit, l'idée qu'on vivrait peut-être dans une réalité qui serait une illusion ou simulée, ou en tout cas voilà, qui serait pas la réalité telle qu'on le croit. Et cette idée les obsède tellement que 2 milliardaires, on ne sait pas qui, ont embauché une équipe de scientifiques pour trouver un glitch, donc une anomalie dans le code de la réalité et prouver qu'on vit dans la matrice. Alors, un glitch, c'est un terme que les joueurs de jeux vidéo connaissent très bien. C'est un bug, si on peut dire, dans le code, ou en tout cas un moyen qui permet de passer un peu de l'autre côté de la réalité. Dans des jeux comme Zelda, ça existe, où vous passez de l'autre côté du décor. On peut donner un autre exemple, c'est dans le film Matrix, cette scène où un chat passe 2 fois, ce qui fait prendre conscience à Keanu Reeves que, bah oui, il n'est pas dans la réalité, il vit dans une simulation. Mais ça va loin, parce que cette théorie de la simulation, c'est pas un truc, marginal. C'est le sujet de conversation presque numéro 1 dans tous les dîners en ville de la Silicon Valley, Loïc Hecht. Vous en êtes rendu compte ? Exactement. Et alors, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'en définitive, ça a l'air d'une idée un peu farfelue. En apparence, on se dit, bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais la première chose qui va me surprendre, en fait, c'est que je vais rencontrer, en essayant de comprendre qui sont ces scientifiques, qui sont ces milliardaires, des scientifiques qui, en fait, ont des pédigrés absolument remarquables. Ils sont astrophysiciens à la NASA, ils sont chercheurs en intelligence artificielle à Berkeley, au MIT, ils sont philosophes de l'esprit. Et en fait, ils s'appuient sur un ensemble d'arguments, parmi lesquels, par exemple, le fonctionnement de la physique quantique, qui tend à indiquer que la réalité, en dernier lieu, n'est pas matérielle, mais est une espèce de grand champ composé essentiellement de vide, avec des particules qui s'activent très vite, et puis qu'à l'endroit de la physique quantique, la réalité n'est pas définie, elle existe comme un ensemble de probabilités qui ont l'air de se matérialiser seulement quand quelqu'un, dans le cadre d'une expérience, par exemple, va faire une mesure, et tout ça ressemble un peu, en fait, aux jeux vidéo qu'on fabrique. Et puis un autre argument qui pose, c'est de dire, nous, en l'espace de 60 ans, on est passé de Pong, un jeu très rudimentaire avec 2 bâtons blancs qui s'envoient un carré blanc par-dessus un filet blanc sur un fond noir. Voilà. Exactement. Oui. À des jeux vidéo extrêmement élaborés avec un niveau de détail très précis, de la réalité virtuelle qui est aujourd'hui absolument vraiment bouleversante, de l'intelligence artificielle qui crée des images indiscernables de la réalité,
et des entreprises comme Neuralink d'Elon Musk qui implantent déjà des puces dans le cerveau aujourd'hui à des fins médicales. Mais tout ça concourt un peu à laisser penser, bon, est-ce qu'on ne serait pas au seuil, en fait, Matrix ? Oui. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que cette théorie, elle en dit pas plus sur la Silicon Valley que sur la simulation elle-même? Parce que là, vous nous parlez de gens qui sont des technologues, qui sont des créateurs, qui acquièrent des pouvoirs comparables à ceux de Dieu, capables de créer des univers, et qui se posent la question de savoir si ils ne seraient pas eux-mêmes les personnages d'un joueur placé au-dessus d'eux, d'une certaine manière. Ils disent souvent, serions-nous des Sims, en référence aux jeux vidéo les Sims, des petits personnages, et la question étant, qui est le joueur derrière? Il y a cette dimension-là, au-delà de la mécanique quantique, effectivement, qui pose des questions sur la nature même de la réalité, Loïc Hecht. Absolument. En fait, on a donc affaire à finalement des ingénieurs, des entrepreneurs qui passent leur journée à faire des simulations. Donc au bout d'un moment, il y a une espèce de dimension où pour un marteau, tout ressemble à un clou. Ils se disent, mais est-ce qu'on vivrait pas nous-mêmes dans une simulation ? Et puis, en fait, leur raisonnement, l'idée de dire on est peut-être en fait les Sims, je sais pas, d'un ado 3000 ans dans le futur, tient aussi à une croyance qu'ils ont, ou en tout cas, on va dire une hypothèse, à savoir que le cerveau serait une espèce de machine à calculer et que la conscience serait une sorte d'algorithme. Alors, ça sort pas de nulle part, c'est un peu la version dominante dans les neurosciences de penser que la conscience serait le produit du cerveau. Eux extrapolent cette idée en disant, mais du coup, est-ce qu'une civilisation dans le futur qui aurait pu comprendre complètement comment fonctionne la conscience, qui aurait été capable de la reproduire, est-ce qu'elle serait pas capable de l'implémenter sur n'importe quel type de substrat ? Et donc, du coup, ça vient valider la possibilité que, si c'était possible, il pourrait créer des mondes à l'intérieur desquels les habitants, nous, par exemple, auraient l'impression d'être conscients, auraient l'impression d'être à la radio à 7h du matin à se raconter des trucs. La réalité au premier degré, d'une certaine manière. Alors que tout ça serait un peu du flan, d'une certaine manière. Alors, vous livrez un exemple troublant, parce qu'à la recherche de ces fameux glitches, ces bugs dans le code, par exemple, une question qui interpelle beaucoup les gens qui cherchent dans ce domaine, ce qu'on appelle les remote viewers, c'est-à-dire les gens qui voient à distance. Racontez-nous ça, parce que c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors, juste pour donner un tout petit préambule, en fait, là, ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est un peu la première version de la simulation, autrement dit, une version assez matérialiste qui colle pas mal à notre modèle scientifique actuel, le paradigme matérialiste dans lequel on vit. Et là, l'histoire des remote viewers, en gros, il se raconte, et la CIA a eu un programme pendant une vingtaine d'années, que n'importe qui aurait la capacité, en apprenant à se mettre dans un état de relaxation ou de méditation, à accéder à des informations parce qu'il serait une espèce de canal extrasensoriel. Autrement dit, ça vient directement en opposition avec le modèle un peu classique de la physique, qui repose vraiment sur une espèce de forme de matérialité. Mais ce qui est curieux, c'est que donc la CIA, dans les années 70, découvre que les Russes, manifestement, les espionneraient en fait avec des médiums. Du coup, se disent on doit contre-attaquer. Des gens qui traqueraient les sous-marins par la pensée. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement... Enfin voilà, en tout cas, l'idée des Américains, du coup, va être de se dire on va tenter ce protocole, tenter d'en inventer un. Manifestement, ça marche. George Bush père, à l'époque, est directeur de la CIA, et va dire, puisque ça marche, il publie dans Nature un article allant dans ce sens. Il lance en fait une unité qui va exister pendant 20 ans, qui va dépenser 20 millions de dollars pour former des agents. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette approche de la réalité et de la possibilité qu'on serait dans une simulation repose sur une espèce d'inversement de paradigme qui serait de dire, et si en fait, en dernier lieu, la réalité n'était pas de la matière, mais de la conscience. Et si la matière, du coup, était le produit de la conscience. Alors, c'est une thèse très spirituelle, mais c'est ce que racontait Platon il y a 2500 ans. C'est la base du bouddhisme, c'est la base de l'hindouisme. En fait, c'est la base un peu des grandes cosmogonies, je dirais, orientales, et aussi, en fait, des philosophes analytiques. Et donc, du coup, l'histoire du remote viewing, qui a l'air complètement folle, vient poser la question de est-ce qu'en fait, effectivement, on ne pourrait pas d'une certaine manière un peu hacker notre cerveau pour lui permettre de faire un certain nombre de choses qui semblent dépasser l'entendement, et donc c'est là qu'on bascule un peu aux frontières du réel. Voilà, vous avez eu un échantillon de ce livre absolument passionnant ce matin, La simulation, enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley. Et si notre monde n'existait pas, Loïc Hecht, son auteur, était avec nous ce matin. Merci Loïc d'être venu en ce 1er mai nous en parler. C'est paru aux éditions Les Arènes. Bonne journée à vous.